Mesdames, Messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous allons aborder un article du traité de l'Union européenne qui est sujet à diverses interprétations de la part de nos acteurs de la politique. Vous avez sans doute reçu par la poste un jour un billet qui vous annonce que vous êtes tiré au sort et que vous êtes l'heureux gagnant de la loterie. Par mail, c'est écrit en gros et ça clignote, vous avez gagné. On vous annonce alors le gros lot et il ne vous reste plus qu'à participer et bien sûr mettre quelques petits euros pour participer. Eh bien, l'article 48 du TIE, que nous allons voir aujourd'hui, est écrit de cette même façon assez perverse, qui laisse à entendre à première lecture que tout est possible et que bientôt, on aurait cette belle Europe sociale qu'on nous avait tant promis. Alors, que nous dit l'article 48 du TIE? Voici le premier paragraphe. Les traités peuvent être modifiés conformément à une procédure de révision ordinaire. Ils peuvent être également modifiés conformément à des procédures de révision simplifiées. Eh bien voilà, à première vue, il ne s'agit ni plus ni moins que d'une simple procédure administrative. Paragraphe 2. Le gouvernement de tout État membre, le Parlement européen ou la Commission peut soumettre au Conseil des projets tendant à la révision des traités. Ces projets sont transmis par le Conseil au Conseil européen et notifiés aux parlements nationaux. Ça n'a pas l'air bien compliqué. Et comment ça se fait que personne jusqu'à aujourd'hui n'ait encore modifié les articles? Paragraphe 3. Si le Conseil européen, après consultation du Parlement européen et de la Commission, adopte à la majorité simple une décision favorable à l'examen des modifications proposées, c'est-à-dire 70% des membres présents, le président du Conseil européen convoque une convention composée des représentants des parlements nationaux, des chefs d'État ou des gouvernements des États membres, du Parlement européen et de la Commission. La Banque centrale européenne est également consultée dans le cas de modifications institutionnelles dans le domaine monétaire. Donc on a gagné le droit de convoquer toutes les instances de décision européennes. Bon, c'est pas encore ça, mais je continue. La Convention examine les projets de révision et adopte par consensus une recommandation à une conférence des représentants des gouvernements des États membres tel que prévu au paragraphe 4. Ça devient un peu compliqué. Le paragraphe 4 nous dit: une conférence des représentants des gouvernements des États membres est convoquée par le président du Conseil en vue d'arrêter d'un commun accord les modifications à apporter au traité. Ouh, on a gagné. Si on s'arrête là, on se dit c'est bon, hein? Eh bien, c'est sans doute ce que se sont dit toutes les personnalités politiques qui nous proposent à longueur d'année une autre Europe. Parce qu'en fait, on noie quand même pas mal le poisson. Et la ligne suivante nous annonce ceci: les modifications entrent en vigueur après avoir été ratifiées par tous les États membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. Finalement, pour un article, on doit avoir l'unanimité des 27 pays membres pour valider une modification sur un article. Je m'arrête un moment ici pour poser la question aux eurocritiques, aux euroconvaincus qui veulent sauver l'Europe, qui veulent sauver les traités. Si vous les avez lus, ces traités, vous le savez, ce n'est pas un article qui fera la différence parmi 400 articles. Admettons que la France vote pour un président ou une présidente forte et eurocritique et qui décide de s'attaquer à l'article 63 du TFUE qui permet l'évasion fiscale de près de 100 milliards par an et de s'attaquer à la finance. Un petit peu ce qu'avait proposé Hollande. Vous imaginez les paradis fiscaux comme le Luxembourg ou un autre paradis fiscal de l'Union européenne adopter cette modification? Eh bien, non. Sur les travailleurs détachés, vous imaginez les pays au SMIC très bas qui arrivent au presque plein emploi avec cette mesure qui leur permet en plus de ramener des devises dans leur pays? Non. Vous les imaginez sincèrement renoncer aux travailleurs détachés? Pour que 27 pays, avec des politiques différentes, avec des peuples différents, des politiques sociales différentes, puissent être d'accord sur une modification d'un article, c'est demander à 27 dés lancés en même temps de faire 27 chiffres pairs ou de faire 27 chiffres impairs. Et encore, c'est simplifié au maximum. En réalité, il est impossible de changer les traités. Et surtout, cela ne repose pas sur la seule volonté d'un homme d'État, puisse-t-il avoir de la poigne ou de la verbe. Ce traité sur la libre circulation des biens, des capitaux, des marchandises et des travailleurs se base sur nos différences pour faire baisser les coûts de production. Et un peuple, un État, une nation comme la France,
qui s'est battu pour ses droits depuis si longtemps, n'a rien à gagner en conservant ne serait-ce qu'un seul de ces articles. J'espère que l'article 48 du TEUE est bien compris et qu'aujourd'hui vous savez qu'il est impossible de changer les traités. Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour un nouveau rendez-vous citoyen. Merci encore de m'avoir écouté.